Tout le monde pensait qu'il n'était qu'un orphelin faible, mais il devient le plus fort des épéistes pour tuer tous les démons. En l'an 1830, les démons rôdent encore dans l'obscurité du Japon et chassent les humains. Naturellement, les humains les détestent, et une demi-démone nommée Suzune ne fait pas exception. Alors que Suzune continue de pleurer et de s'excuser, son père la chasse dans la remise, et son frère Jinta ne peut qu'assister impuissant à la scène. Cependant, il ne supporte pas de voir sa chère sœur insultée et tourmentée chaque jour, alors une nuit d'orage, il décide de s'enfuir de la ville avec elle. Alors qu'il cherche un abri contre la pluie dans une maison abandonnée dans la forêt, incertain de la direction à prendre, un gentil épéiste s'approche d'eux et leur demande de le suivre s'ils n'ont pas de maison. Jinta et Suzune suivent l'homme, nommé Motoharu, jusqu'au village des forgerons d'épées profondément enfouis dans les montagnes, où il rencontre sa fille, Shirayuki. Shirayuki est ravi d'apprendre que les deux enfants que son père a ramenés vont vivre avec eux. Alors que Jinta est immédiatement charmé par la beauté de Shirayuki, Suzune prend un peu plus de temps pour surmonter sa nervosité et s'ouvrir à elle. Bientôt, ils commencent à vivre ensemble comme une famille, et Jinta commence à prendre des leçons d'escrime avec Motoharu, qui est le gardien du village. Un jour, alors que Jinta, Shirayuki et Suzune rentrent chez eux après avoir joué dans la rivière avec un ami, Jinta aborde le sujet de la mère de Shirayuki. Elle lui dit que sa mère est la prêtresse du village et qu'elle n'a pas le droit de quitter son sanctuaire, seul son père, qui est le gardien du village, et le chef du village peuvent la rencontrer car si elle rencontre des gens ordinaires, ses pouvoirs sacrés diminueront. Shirayuki dit qu'elle n'a pas vu sa mère depuis des années, mais elle se contente de soupirer et de continuer son chemin. Avec le temps, Jinta continue de s'entraîner sous la direction de Motoharu et se rapproche de Shirayuki, Suzune jouant le rôle de la troisième roue entre eux. Et puis, un jour, une tragédie frappe le village lorsqu'un démon tue la mère de Shirayuki, et son père sacrifie sa vie pour l'empêcher de s'échapper. La nuit suivant leurs funérailles, Shirayuki dit à Jinta qu'elle va devenir la prochaine prêtresse après sa mère parce qu'elle veut protéger le village. Elle affirme que la seule chose qu'elle regrettera est de ne plus pouvoir voir Jinta, et il lui promet qu'il travaillera dur pour devenir son gardien afin qu'ils puissent être à nouveau ensemble. De nombreuses années ont passé depuis, et tous deux ont tenu leur promesse. Shirayuki est la prêtresse du village, tandis que Jinta est son gardien ainsi que le plus fort épéiste du village. Un jour, alors qu'il rend compte à Shirayuki et au conseil du village du démon qu'il a récemment tué dans la forêt, tous les vieillards deviennent tendus. Ils craignent que les démons ne cherchent à manger le foie de la prêtresse parce que, selon les légendes populaires, cela peut les rendre immortels. Cependant, Shirayuki pense que les démons tentent de mettre la main sur l'épée légendaire appelée Yare, qui a été transmise dans sa famille d'une prêtresse à l'autre. Cela inquiète le chef du village, mais son fils Kyo, qui est le deuxième gardien, lui dit de ne pas s'énerver parce que la prêtresse a deux guerriers compétents pour la protéger. Il profite ensuite pour lancer une pique à Jinta en le traitant de crétin analphabète, mais Shirayuki empêche leur dispute avant même qu'elle ne commence. Une fois la réunion terminée, tout le monde quitte la pièce sauf Jinta, et Shirayuki sort de derrière le rideau parce qu'elle en a assez de jouer un rôle formel devant tout le monde. Elle oblige Jinta à l'appeler par son prénom et lui dit qu'elle a une invitée spéciale pour lui aujourd'hui. Jinta comprend immédiatement qu'elle parle de Suzune, et il entre dans sa chambre privée pour voir sa sœur, qui n'a pas grandi du tout en 10 ans, dormir paisiblement. Jinta n'est pas content que Suzune enfreigne les règles du village en étant ici, mais Shirayuki prend son parti parce que tout ce qu'elle voulait était de voir son frère, qui est occupé par son travail. Jinta réveille Suzune et lui dit de ne pas venir au sanctuaire parce que c'est contre les règles, mais elle fait une crise en réponse. Soudain, Jinta entend quelqu'un arriver, et Suzune se faufile hors du sanctuaire avant d'être repérée. Le visiteur s'avère être le chef du village, qui demande à parler en privé avec Shirayuki, allant jusqu'à dire à Jinta de quitter la pièce. Le lendemain matin, Jinta rentre chez lui parce qu'on lui a donné un jour de congé. Suzune est ravie d'apprendre cela parce qu'elle prévoit de passer toute la journée avec lui, mais alors, à sa grande surprise, elle voit Shirayuki dans leur maison. Jinta et Suzune sont stupéfaits de la voir et lui demandent comment elle peut quitter le sanctuaire. Shirayuki leur dit enjouée qu'elle a obtenu une permission spéciale du chef du village pour sortir, et qu'elle veut passer la journée avec eux. Suzune est excitée en entendant cela et suggère que tous les trois prennent le petit déjeuner ensemble comme autrefois. Après le petit déjeuner, Jinta décide d'emmener Shirayuki au village, et Suzune leur fait joyeusement un signe d'au revoir, mais une fois qu'ils sont partis, elle laisse transparaître sa frustration. Pendant ce temps, tout le monde dans le village est abasourdi en voyant Jinta avec une jolie fille parce qu'ils ne reconnaissent pas le visage de Shirayuki après des années sans la voir. Même lorsqu'ils arrivent au restaurant de leur amie d'enfance, celle-ci ne reconnaît pas Shirayuki, ce qui la rend un peu triste. Après avoir passé toute la journée ensemble, Shirayuki emmène Jinta à l'endroit même où ils se sont promis de devenir la prêtresse et le gardien du village dans le passé. Là, Shirayuki dit soudain à Jinta qu'elle va épouser Kyo, le fils du chef du village. Les yeux de Jinta s'écarquillent de choc et d'horreur alors que Shirayuki explique que le chef du village lui a fait la leçon sur le fait d'avoir un enfant pour protéger sa lignée au cas où les démons viendraient après elle.
Il lui a dit d'épouser son fils parce qu'il est un gardien et deviendra un jour le chef du village. Shirayuki dit qu'elle a accepté la proposition en tant que prêtresse parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour tout le village, mais elle dit à Junta qu'il est le seul homme qu'elle a aimé et aimera jamais. Elle dit qu'une partie d'elle veut fuir le village pour commencer une nouvelle vie avec lui, mais elle sait qu'il n'acceptera jamais de faire cela. Junta confirme, disant qu'il a travaillé dur pour devenir son gardien parce qu'il respectait sa décision de devenir la prêtresse, et s'ils abandonnent leur rôle, ils ne pourront plus jamais se regarder en face. Il lui dit qu'il l'aime aussi et qu'il continuera à faire son devoir pour la protéger, elle et le village, de toute menace. Le lendemain, Shirayuki envoie Junta en mission pour chasser 2 démons repérés à l'extérieur du village, mais avant son départ, Kyo veut lui parler. Il confronte agressivement Junta, lui demandant comment il peut être aussi lâche et permettre à la femme qu'il aime d'épouser un autre homme sans même réagir. Junta lui dit froidement que cela ne le dérange pas si c'est pour le bien du village, et Kyo réalise que quelque chose ne va pas chez lui. Junta l'ignore et part dans la forêt à la recherche des 2 démons, ignorant que l'un d'eux a déjà trouvé son chemin vers Suzune. Alors que Junta marche tranquillement dans la forêt, le 2e démon lance une attaque surprise contre lui, mais il parvient à la parer facilement. Le démon dit à Junta qu'il est impressionné par ses compétences, mais Junta n'a pas le temps de discuter et se précipite instantanément sur lui. Il a d'abord du mal à trancher la peau dure du démon, mais avec son 2e coup, il parvient à lui arracher le bras avant d'esquiver de justesse un coup écrasant. Au lieu d'être furieux, le démon est encore plus impressionné par Junta et lui demande la raison pour laquelle il s'est entraîné à devenir si fort. Le démon lui demande pourquoi il manie une épée, et Junta répond qu'il se bat pour protéger ceux qu'il aime. Au même moment, la démone approche Suzune, lui disant qu'elle est l'une des leurs. Suzune nie frénétiquement, s'accrochant à la chemise de Junta en disant qu'elle est humaine. La démone réalise que Suzune aime tellement son frère qu'elle a vaincu sa nature démoniaque et est restée humaine. Suzune commence avec excitation à parler à la démone de Junta, disant qu'il est tout pour elle, et la démone lui dit que quelqu'un cherche à blesser son frère et qu'elle doit les arrêter. Suzune refuse de la croire, alors la démone utilise son pouvoir de prévoyance pour lui montrer une vision du futur dans laquelle Shirayuki se déshabille alors qu'elle commence à embrasser Kyo. Suzune ne peut pas y croire parce qu'elle est certaine que Shirayuki aime Junta, alors la démone lui dit de la suivre pour qu'elle puisse voir la vérité de ses propres yeux et aider son frère. De l'autre côté, Junta et le démon mâle se battent toujours dans la forêt. Junta demande au démon pourquoi il blesse les humains, et il répond que tous les démons ont un but qu'ils ne peuvent ignorer, et ils font tout pour l'atteindre. Junta dit qu'il empêchera le démon de nuire à quiconque et se précipite vers lui tandis que le démon agrandit son bras pour l'affronter de front. Un coup de poing du démon déchire le bras de Junta, et son épée se brise après avoir heurté sa peau dure. Cependant, Junta n'abandonne pas, et il attrape la pointe brisée de son épée pour poignarder le cœur du démon avant qu'il ne puisse attaquer à nouveau. Son attaque est fatale, et le démon tombe, mais il est satisfait parce qu'il a accompli son but. Il dit à Junta que sa partenaire a le pouvoir de prévoyance, et elle a vu que 170 ans dans le futur, le dieu démon naîtra dans ce village. Il dit que même maintenant, le plus fort de tous les démons vit dans ce village, et ils sont venus ici juste pour la récupérer. Junta réalise qu'il parle de Suzune, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, le démon décide de lui offrir un cadeau d'adieu sous la forme de ses pouvoirs alors que son bras s'enfonce de force dans la gorge de Junta. Le démon demande à Junta ce qu'il fera lorsque ceux qu'il veut protéger ne le mériteront plus. Au même moment, Kyo essaie de coucher avec Shirayuki, et quand elle résiste, il lui demande si elle veut que Junta revienne à temps pour entendre ses gémissements. Cette déclaration brutale aide Shirayuki à prendre une décision, et elle commence à se déshabiller en disant que c'est le devoir d'une prêtresse. Kyo panique parce qu'il ne s'attendait vraiment pas à ce qu'elle coopère, mais juste au moment où Shirayuki s'apprête à l'embrasser, la démone amène Suzune là pour tout voir de ses propres yeux. De retour dans la forêt, Junta se réveille, et étonnamment, toutes ses blessures ont disparu. Il se précipite immédiatement pour trouver Suzune, mais à son horreur, tout le village est en feu. Il ignore tout le monde alors qu'il se précipite vers le sanctuaire, où Suzune, dévastée, traite Shirayuki de salope pour avoir prétendu aimer Junta avant de se contenter du premier venu. Shirayuki essaie d'expliquer sa position, mais Suzune refuse d'entendre quoi que ce soit. Elle se met à pleurer en disant qu'elle aime Junta et veut être avec lui, mais qu'il est amoureux de Shirayuki, c'est pourquoi elle a tout enduré et a refusé de grandir pour rester sa petite sœur et qu'il puisse être heureux en mariage avec Shirayuki. Shirayuki lui dit qu'elle ne peut pas faire cela parce qu'elle a des devoirs envers le village en tant que prêtresse, et Suzune explose à ces mots. Elle arrache ses bandages couvrant son œil et commence à maudire Shirayuki. Voyant là son opportunité, la démone commence à manipuler Suzune, lui disant qu'elle devrait sauver son frère de cette situation et la tuer avant qu'elle ne le trompe. Les cris de Shirayuki n'atteignent pas Suzune, et elle est corrompue par les paroles de la démone. Soudain, ses pouvoirs sombres éclatent, et elle grandit en une démone adulte, prête à tuer Shirayuki. Kyo essaie de la protéger, mais la démone le terrasse et le traîne dehors parce qu'elle a une utilité pour lui, laissant Suzune seule avec sa cible.
Shirayuki est terrifié alors que Suzune tire l'épée légendaire de sa famille, mais avant qu'elle ne puisse attaquer, Junta arrive. Shirayuki court vers lui, et Junta l'étreint fermement, mais cela ne suffit pas à la sauver, car une rapide entaille de Suzune fait voler sa tête. Junta, dévasté, ne réalise même pas qu'il tient le corps ensanglanté de Shirayuki dans ses bras quand Suzune apparaît soudainement derrière lui et lui dit qu'elle l'a fait pour lui. Junta ne la reconnaît pas et la considère uniquement comme le démon qui a tué la femme qu'il aimait, et il se rue sur elle avec colère. Suzune esquive ses attaques et lui demande ce qui ne va pas chez elle, et c'est seulement alors qu'il réalise qu'il fait face à sa petite sœur. Junta lui demande comment elle a pu faire ça à Shirayuki, et Suzune répond qu'elle était juste une salope qui allait le tromper, alors elle l'a tué. Elle dit à Junta qu'il devrait être heureux qu'elle l'ait sauvé d'une rupture douloureuse, mais plus elle parle, plus Junta se met en colère. Sa rage commence à activer le pouvoir que le démon lui a donné, et il réalise que la femme devant lui n'est plus sa petite sœur. Il se rue sur elle avec une haine pure, mais son épée se brise au contact de l'aura démoniaque de Suzune. Junta se sent pathétique parce qu'il ne peut rien faire, mais il réalise alors qu'il peut utiliser le pouvoir du démon et sa haine pour venger la mort de Shirayuki. Alors qu'il transforme sa main, Suzune essaie d'expliquer qu'elle n'a fait cela que pour le rendre heureux, mais Junta lui crie de se taire. Suzune commence à pleurer, disant que maintenant Junta va aussi l'abandonner comme tout le monde. Elle dit que s'il ne peut pas apprécier ce qu'elle a fait pour lui, elle se moque du reste. Elle crie qu'elle le déteste alors qu'elle commence à courir dans la pièce, lui disant qu'elle est sa vraie famille et que tous les autres sont des étrangers. Junta lui dit de se taire, et Suzune s'arrête, réalisant qu'il n'écoutera rien de ce qu'elle a à dire. En réponse, elle marche soudainement vers lui et le poignarde, mais quand elle essaie de retirer sa main, elle se rend compte qu'elle est coincée. Alors qu'elle se débat pour la retirer, Junta se souvient qu'il n'a jamais frappé sa sœur, même une fois, puis la frappe avec toute sa force, laissant un trou dans son corps. Alors que Suzune, blessée, se relève, Junta se précipite sur elle à pleine puissance. Cependant, il ne parvient pas à lui faire de mal car la démone arrive à ce moment-là et se sacrifie pour sauver Suzune. Elle dit à Suzune de s'enfuir, et elle prend la tête de Shirayuki et dit à Junta qu'elle déteste tout maintenant, alors elle va brûler le monde entier. Elle dit à Junta de se souvenir d'elle parce que, peu importe le temps qui passe, elle viendra lui rendre une dernière visite avant que tout ne se termine. Junta a du mal à la poursuivre, mais la démone rit en utilisant toute sa force pour le maintenir en place. Elle ne lâche prise qu'après que Suzune se soit échappée et crie joyeusement qu'elle a accompli son but. Junta lui demande si son but était une effusion de sang inutile, et le démon lui répond qu'elle a vu loin dans le futur. Bientôt, les humains découvriront l'électricité, et leur lumière artificielle illuminera les nuits, ne laissant aucune place aux démons pour se cacher. Cependant, ce qu'elle a fait ici garantira que les démons continueront à prospérer même avec l'avancée de la technologie. Après avoir dit cela, elle meurt avec un sourire, et son corps se transforme en poussière. Une fois tout terminé, la rage et la haine de Junta se transforment soudain en chagrin, et il serre le corps de Shirayuki contre lui en pleurant et en s'excusant encore et encore de ne pas avoir pu la protéger. Peu de temps après, les villageois commencent à reconstruire leur maison, mais Junta, désormais complètement seul au monde, décide de partir en voyage. Dès qu'il quitte sa maison, il trouve le chef du village qui l'attend. Ils se rendent au restaurant du village, où Junta dit au chef qu'il part en voyage pour s'entraîner à partir de zéro afin de pouvoir protéger le village du dieu démon dans le futur. Le chef du village réalise que le dieu démon sera Suzune, et il demande à Junta s'il est sûr de pouvoir l'arrêter. Junta répond qu'il fera ce qui doit être fait, et le chef lui demande à nouveau s'il cédera à son désir de vengeance et tuera sa sœur. Junta répond qu'il ne pourra jamais pardonner à celle qui a tué Shirayuki, et peu importe que ce soit sa sœur. Il dit qu'il est rempli de haine, mais malgré cela, il veut trouver une solution pacifique si elle existe. Le chef du village est soulagé d'entendre que, bien qu'il soit devenu un démon, Junta a conservé son humanité. Pour lui dire au revoir, il lui donne l'épée légendaire Yare, disant que puisque la lignée de Shirayuki a pris fin, l'épée n'a plus de propriétaire, et Shirayuki voudrait qu'il l'ait. Junta accepte l'épée, et soudain, le chef du village tombe à genoux devant lui. Il s'excuse auprès de Junta, disant qu'il savait que lui et Shirayuki s'aimaient, mais malgré cela, il l'a forcé à épouser son fils. Il dit que tout ce qu'il a dit à Shirayuki sur l'intérêt du village n'était qu'une excuse, et qu'il voulait simplement qu'elle épouse son fils Kyo parce qu'il l'aimait aussi. Le chef du village dit qu'il est responsable de cette tragédie, et Junta le relève mais ne lui pardonne pas. Il quitte le village après cela, songeant à la façon dont sa vie entière a changé en un seul jour. Alors qu'il commence à errer à travers le pays, la seule chose à l'esprit de Junta est de se préparer à la prophétie qui se réalisera dans 170 ans. Quelques jours passent lorsque Junta arrive dans un nouveau village en tant que guerrier itinérant, où il est immédiatement appelé par un des villageois pour un travail. L'homme s'avère être un propriétaire de magasin local qui a une fille adoptive qu'il aime beaucoup. L'employé du magasin, nommé Zen, explique à Junta que la fille s'appelle Natsu, et que depuis quelques jours, elle se plaint d'entendre un démon à l'extérieur de sa chambre qui crie qu'elle est sa fille et qu'elle doit revenir vers elle.
Son père est très inquiet pour elle, c'est pourquoi il veut que Junta soit son garde du corps pendant quelques jours, car elle va bientôt avoir 13 ans. Junta essaie de demander plus de détails, mais avant même qu'il ne comprenne bien la situation, une jeune fille au caractère difficile entre et commence à crier sur Zen pour avoir perdu du temps au lieu de travailler. Puis elle se tourne vers Junta et pense qu'il est trop jeune pour être un garde du corps expérimenté et le traite d'escroc. Junta est très confus face à toute cette situation tandis que Zen essaie de lui faire comprendre, mais Natsu leur fait un doigt d'honneur et s'en va, disant à Junta de partir. Zen s'excuse pour son comportement, mais Junta quitte la maison malgré tout. Cette nuit-là, Natsu a encore du mal à dormir car elle a peur que le démon ne revienne. Heureusement pour elle, Zen est un type vraiment sympa et décide de s'asseoir devant sa chambre pour la garder. Natsu se sent mieux, mais avant qu'elle ne puisse fermer l'œil, elle entend soudain le bruit terrifiant d'un démon qui l'appelle. Elle est terrifiée et demande à Zen s'il l'a entendu, mais Zen n'a rien vu ni entendu. Il se demande si la fille de son patron est folle quand soudain il entend une voix forte crier que Natsu est sa fille. Horrifié, il commence à regarder partout quand soudain un démon émerge du sol dans la cour et commence à marcher vers Zen alors qu'il est paralysé par la peur. Le démon s'approche de lui tandis que Natsu jette un coup d'œil par la porte et réalise que c'est la fin pour elle et Zen. Alors que le démon s'apprête à attaquer, Junta arrive à temps et tranche le bras du démon, sauvant la vie de Zen. Le démon semble confus de voir un chasseur de démons dans cette maison, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Junta tranche le monstre en deux d'un seul coup d'épée. Le démon tombe au sol et disparaît tandis que Natsu demande si le démon est mort. Junta se retourne et lui dit que son tarif pour la garder vient d'augmenter parce que ce démon n'est pas encore mort et reviendra probablement. Le lendemain matin, Zen et Junta s'assoient pour prendre le thé, où Zen remercie Junta de lui avoir sauvé la vie tandis que Junta lui demande des informations sur Natsu. Zen semble confus mais dit à Junta que Natsu n'est pas une enfant démon si c'est ce qu'il pense. Selon lui, Natsu est la fille de parents éloignés du patron, mais ses parents sont morts, alors le patron l'a recueillie. Il affirme que le patron ne l'aurait jamais élevée s'il y avait la moindre chance qu'elle soit un démon, car le patron les déteste de tout son cœur. Zen explique que, il y a quelques années, des démons ont tué sa femme et enlevé son fils, ce qui l'a complètement détruit, mais heureusement, Natsu est entré dans sa vie à ce moment-là et lui a apporté le soutien dont il avait besoin. Cette nuit-là, Natsu dort un peu plus détendue et heureuse car son père adoptif tient manifestement à elle, puisqu'il a engagé le plus fort chasseur de démons de la région et que Zen et Junta gardent sa chambre, s'assurant que rien ne lui fasse de mal. Junta décide de lui poser des questions sur le fils du patron, mais Natsu refuse de répondre et demande si les démons peuvent naître d'humains. Junta lui dit qu'ils peuvent naître de l'union de deux démons, parfois d'un démon et d'un humain, mais il y a aussi la possibilité que les démons naissent de simples émotions négatives comme la colère, la rage ou la jalousie. Pendant qu'il parle, le démon apparaît soudain de nulle part et se met à crier qu'il lui rende sa fille. Junta passe immédiatement à l'action et, avec une combinaison rapide, terrasse le démon. Assis dessus, il réalise que ce démon n'est pas assez intelligent pour tenir une conversation et demande à Natsu s'il doit le tuer. Zen est choqué et lui crie de tuer le monstre, mais Junta affirme qu'il veut savoir ce que Natsu veut faire. Il dit que même s'il tue le démon, il réapparaîtra car il est créé par les émotions négatives de Natsu. Natsu a du mal à le croire mais réalise que Junta dit la vérité. Elle commence à penser que, même si son père adoptif a promis de l'aimer, elle ne l'a jamais vraiment cru et espérait que si un démon venait pour la tuer, il l'aimerait peut-être davantage. Junta lui dit qu'elle doit affronter ses sentiments et se débarrasser de ses émotions, car c'est la seule façon pour que le démon ne réapparaisse plus. Natsu se met à pleurer mais décide qu'elle en a assez et crie à Junta de tuer la bête, car elle croit que son père l'aime vraiment. Cela suffit à Junta, qui tranche rapidement le démon en deux, le tuant sur le coup tandis que Natsu pousse un soupir de soulagement. Il leur dit que leur cauchemar est terminé et qu'ils devraient bien dormir maintenant. La fille avec des problèmes paternels ne tarde pas à ronfler dans sa chambre tandis que Junta reste dehors, aux prises avec ses propres sentiments, car lui aussi est régulièrement visité par le même monstre, qui est en gros la mère de Suzune. Le monstre réapparaît devant lui, criant les mêmes mots encore et encore, mais Junta lui tranche à nouveau la tête d'un seul coup, mettant fin à elle instantanément. Le lendemain matin, Zen le remercie pour son aide dans ce gros problème, mais Junta affirme que cela a été assez thérapeutique pour lui aussi. Natsu semble confuse, mais il explique qu'il a eu une enfance difficile et que sa vision du monde a été forgée par la cruauté qu'il a vue autour de lui. Depuis son plus jeune âge, il avait ces émotions négatives en lui, qui ont donné naissance au même démon qui a harcelé Natsu ces derniers jours, sauf qu'il a fallu des décennies à Junta pour finalement surmonter ses sentiments et dépasser le blocage mental de son enfance abusive. Natsu ne comprend pas vraiment ce dont il parle mais le remercie quand même pour son aide alors qu'il se retourne et quitte la ville. C'est alors que son père sort et demande si l'homme est parti. Natsu le remercie d'avoir engagé Junta, car sans lui, elle aurait probablement toujours eu peur de dormir la nuit, mais son père affirme que tout parent ferait de même pour son enfant. Il se tourne alors vers Zen et lui dit de retourner travailler s'il veut garder son emploi et ne pas devenir un employé de rayon.
Zen court immédiatement à l'intérieur tandis que Natsu décide qu'il est temps de rendre à son père toute la gentillesse qu'il lui a témoignée jusqu'à présent. Elle le regarde droit dans les yeux et demande si elle peut les aider d'une manière ou d'une autre, ce qui suffit à rendre son père heureux, car il lui dit de vivre une vie longue et heureuse, car ce serait la meilleure chose qu'elle puisse faire pour lui. De son côté, Junta regarde les feuilles tomber des magnifiques arbres, réalisant qu'une autre saison est passée, et qu'il n'est toujours pas près d'atteindre son objectif d'éradiquer les démons de ce monde. Mais il prend une profonde inspiration et décide de continuer à marcher vers de nouvelles aventures dans la prochaine ville. Quelques jours plus tard, Jinya se trouve dans un restaurant d'une autre ville, savourant un bol de nouilles chaudes tandis que le propriétaire et sa fille bavardent avec lui. Le propriétaire se plaint de l'empereur, incapable de gérer les pirates dans la mer voisine, et du tueur en série qui entrait la ville, mais Jinya lui dit de faire attention à ce qu'il dit. Le propriétaire change immédiatement de sujet et demande à Jinya ce qu'il pense des nouilles. Jinya lui répond qu'elles sont assez fades et ennuyeuses, et l'homme ne prend pas mal sa réponse honnête car il connaît la vérité. Cependant, il est curieux de savoir pourquoi Jinya continue de venir dans son restaurant alors qu'il n'a rien à faire dans cette ville vide. Sa fille essaie de l'empêcher de faire fuir leur seul client, mais le propriétaire est confiant que Jinya ne voit pas d'inconvénient à discuter. Jinya lui demande « Pourquoi as-tu ouvert un restaurant dans cette ville au départ ?» et l'homme répond qu'il voulait fuir son passé. Après avoir fini de manger, Jinya paie le propriétaire, qui est curieux de connaître sa source de revenus. Jinya lui dit qu'il tue des démons pour vivre, et l'homme rit d'abord avant de lui donner des conseils pour trouver son prochain travail. Il rappelle à Jinya le tueur en série dont il parlait plus tôt et dit qu'il y a beaucoup d'histoires sordides autour de ses victimes. Le tueur n'utilise même pas d'armes car ses victimes sont retrouvées dans un état horrible, et le nombre de personnes disparues et de corps découverts ne correspond pas. Jinya est maintenant curieux à propos de cette affaire et apprend l'emplacement de la zone d'action du tueur en série avant de partir, mais la fille du propriétaire vient l'avertir de faire attention la nuit. Jinya lui dit qu'il est adulte maintenant et qu'elle n'est pas sa mère pour s'inquiéter pour lui, mais la fille lui répond que son comportement émo et provocateur prouve qu'il n'est toujours pas un adulte. La nuit, Jinya se rend sur le pont où le tueur en série est censé se trouver, mais ne voyant aucun signe de sa présence, il décide de retourner à son auberge. Cependant, il entend un cri de femme alors qu'il s'apprête à partir et court vers le son pour trouver 3 personnes mortes sur la route. Il n'y a personne aux alentours, et Jinya examine les 3 victimes pour voir leurs blessures. Les 3 victimes sont des hommes, mais il a entendu un cri de femme, ce qui éveille ses soupçons. Alors que Jinya essaie de comprendre la situation, il sent une présence derrière lui, mais en se retournant, il ne voit rien. Il reste malgré tout en alerte et bloque l'attaque d'un démon invisible avant de contre-attaquer, mais il ne peut pas toucher ce qu'il ne voit pas. Jinya essaie de localiser le démon, mais soudain, son dos est entaillé par une attaque invisible, et au moment où il se retourne, l'attaquant a déjà disparu. Jinya est maintenant furieux et décide de ne plus se retenir. Il libère le pouvoir démoniaque de son bras en attendant que le démon invisible l'attaque, puis le frappe de toutes ses forces, brisant sa lame et l'envoyant valser. Jinya parvient à blesser le démon cette fois-ci et lui demande de revenir à l'attaque. Cependant, le démon demande un cessez-le-feu et se rend visible. Jinya demande au démon son nom avant de le tuer, et le démon répond qu'il s'appelle Mozuk. Jinya décide de l'achever avec son bras démoniaque, mais Mozuk se rend immédiatement, disant qu'il ne veut pas se battre. Jinya lui demande pourquoi il l'a attaqué alors, et Mozuk répond qu'il traquait aussi le tueur en série. Ayant entendu que le tueur était un démon, il a soupçonné Jinya. Cependant, lorsque Jinya l'a traité de tueur, Mozuk a réalisé qu'il s'était trompé et s'est rendu. Jinya est maintenant perplexe et demande pourquoi un démon voudrait attraper un tueur en série, et Mozuk lui dit qu'il devrait parler ailleurs, où personne ne les verra. Il emmène ensuite Jinya chez lui, une maison assez modeste mais normale. Mozuk se transforme en un humain laid à l'intérieur et explique à Jinya que parfois, les vieux démons comme lui décident de vivre comme des humains. Il offre à Jinya de l'alcool bon marché et commence à se présenter. Il dit qu'il est l'un des démons supérieurs qui ont vécu plus de 100 ans grâce à sa capacité spéciale à devenir invisible. Jinya remarque qu'il est plutôt faible pour un démon supérieur, et Mozuk répond nerveusement qu'ils sont appelés démons supérieurs à cause de leurs capacités éveillées, pas de leur force. Il admet que certains démons supérieurs sont plus faibles que les démons normaux, et qu'il en fait partie. Après cela, Jinya et Mozuk affirment qu'ils ne sont pas le tueur en série, et comme les démons ne peuvent pas mentir, ils se croient. Jinya demande alors à Mozuk pourquoi il n'a rien vérifié avant de l'attaquer, et le démon répond qu'il a une rancune contre le tueur en série. Il dit que le tueur ne tue que des hommes sur place et kidnappe des femmes, et que sa femme a aussi été enlevée par lui. Mozuk s'effondre en racontant à Jinya que sa femme était une humaine au grand cœur qu'il aimait malgré le fait qu'il était un démon. Elle a été enlevée il y a 1 mois, puis, 10 jours plus tard, son corps a été retrouvé dans un état horrible dans une rivière locale. Mozuk dit qu'il n'aime pas vraiment les humains, mais qu'il aimait sa femme, et c'est pourquoi il ne s'arrêtera pas avant d'avoir eu sa vengeance. Il demande à Jinya de se mettre de côté cette fois et de le laisser s'occuper du tueur en série, mais Jinya refuse, disant que son but est de chasser les démons et qu'il ne peut pas éviter cela.
Mozuc comprend et suggère qu'il travaille en équipe pour trouver le démon et le vaincre, mais il veut que Jinya le laisse porter le coup final. Jinya est touché par sa détermination et accepte de travailler avec lui. Le lendemain, ils se séparent pour recueillir des informations sur le tueur en série. Il ne trouve rien et retourne chez Mozuc, où il commence à créer des liens en buvant. Mozuc demande à Jinya pourquoi il tue des démons alors qu'il en est un lui-même, et Jinya répond que c'est pour l'argent. Mozuc refuse de croire que c'est la seule raison, alors Jinya lui dit qu'il tue des démons pour devenir plus fort afin d'arrêter un certain démon un jour. Mozuc est curieux, et Jinya lui raconte son passé, bien qu'il déteste sa sœur pour avoir tué la femme qu'il aimait, il ne sait pas s'il peut la tuer. Il demande ensuite à Mozuc ce qu'il compte faire après sa vengeance, et le démon répond qu'il redeviendra une personne normale, aimant la paix, et qu'il entretiendra la tombe de sa femme. Le lendemain, Jinya retourne au même restaurant, et la fille du propriétaire lui demande s'il a des pistes sur le tueur en série. Jinya répond qu'il y travaille encore, mais comme il ne veut pas en parler, il détourne l'attention de la fille en la complimentant. Il dit qu'une serveuse aussi belle qu'elle devrait avoir une file d'attente de clients devant le restaurant, et la fille comme son père sont immédiatement séduits par ce compliment. Le propriétaire s'approche de Jinya et lui demande s'il veut sortir avec sa fille, car il cherche lui-même un beau gendre. Mais la fille lui dit de se taire et de ne pas l'embarrasser devant leur seul client. Elle dit à son père qu'elle trouvera un bon homme le moment venu, et le propriétaire retourne à la cuisine. La fille s'excuse auprès de Jinya pour le comportement de son père, mais il lui dit que ce n'est pas un problème. Il ajoute que son père semble l'aimer beaucoup, mais la fille perçoit des problèmes paternels refoulés dans cette déclaration et demande à Jinya si son père ne l'aimait pas. Jinya décide de la prendre comme thérapeute bénévole et commence à lui raconter que son père n'a jamais accepté sa sœur Suzune comme sa fille, et qu'un jour, ils ont fui la maison. Il dit qu'il comprend maintenant pourquoi son père détestait Suzune, mais qu'il aurait aimé que certaines choses soient différentes. Cette nuit-là, Jinya et Mozuc cherchent à nouveau le tueur en série, mais ne trouvent rien. Mozuc devient désespéré car il n'y a eu ni indice ni nouvelle victime récemment, et ils ne peuvent pas le localiser. Jinya lui dit d'être patient quand il aperçoit soudain la fille du propriétaire, Ofu, contemplant des fleurs. Il décide de l'accompagner car il n'est pas sûr pour elle de sortir seule la nuit, et Mozuc redevient invisible et rentre chez lui pour leur laisser de l'intimité. Jinya demande à Ofu pourquoi elle est seule ici, et elle répond qu'elle aime admirer les fleurs au clair de lune. Elle lui décrit en détail les fleurs devant eux, et après l'avoir écoutée, Jinya propose de la raccompagner. Alors qu'ils rentrent chez eux, Ofu dit à Jinya qu'il est trop renfermé et silencieux, mais comme il n'est pas Batman, il devrait arrêter de jouer ce rôle. Elle lui dit de s'amuser un peu plus dans la vie, mais il répond qu'il ne peut pas suivre son conseil car son but est tout pour lui. Soudain, Ofu aperçoit un buisson de fleurs près de la route et se met avec enthousiasme à en parler à Jinya. Elle passe ensuite à une autre plante, mais Jinya la connaît trop bien, ses tiges peuvent être bouillies pour faire un médicament contre les maux d'estomac, et il dit que dans son village, il avait une amie qui mangeait trop de sucreries et qu'il devait régulièrement préparer ce remède pour elle. Un doux sourire se dessine sur son visage alors qu'il se souvient du temps passé avec Shirayuki, et Ofu rappelle immédiatement sa déclaration précédente selon laquelle il ne peut pas s'amuser à cause de son but. Elle lui dit qu'il a des choses qu'il aime dans la vie et des souvenirs qui lui sont chers, alors il devrait arrêter d'éviter les bonnes choses juste parce qu'il a une mission. Peu après, ils arrivent chez Ofu, où les lumières sont encore allumées. Jinya lui souhaite une bonne nuit et ajoute qu'elle devrait lui reparler des fleurs un autre jour, mais probablement quand il fera encore jour. Une fois qu'Ofu est rentré, Mozuc apparaît soudainement derrière lui, disant que c'est une bonne fille. Jinya est choqué que ce fouteur de merde indiscret l'ait suivi malgré ses prétentions à leur laisser de l'intimité. Mozuc se contente de ricaner avant de partir en mission pour trouver le tueur en série. La nuit suivante, alors que Jinya attend sur le pont, un homme ivre et une belle fille passent près de lui. La fille est tellement subjuguée par le beau visage de Jinya qu'elle ne remarque pas un démon devant l'homme ivre avant que ce dernier ne soit tranché. Elle tombe au sol et hurle en voyant le démon ressemblant à un loup, mais Jinya prend position pour le combattre. Le démon bondit sur lui, et Jinya part facilement son attaque avant de l'envoyer sur le côté. La fille panique, demandant ce qui se passe, mais Jinya lui ordonne simplement de rester derrière lui sans faire un bruit si elle veut vivre. Le démon l'attaque à nouveau, et Jinya bloque ses coups avant d'être repoussé sur le côté. Profitant de l'occasion, le démon se rue sur la fille, mais heureusement, Mozuc arrive juste à temps pour la sauver. Jinya attaque immédiatement le démon, mais il ne parvient pas à percer sa peau épaisse, et le démon s'enfuit en bondissant dans les airs. Jinya s'excuse auprès de Mozuc pour avoir laissé le démon s'échapper, mais il comprend, car aucun d'eux ne s'attendait à ce qu'il soit si résistant. Mozuc décide de suivre le démon pour voir où il est allé, mais Jinya lui demande de ne pas l'attaquer même s'il le trouve. C'est alors que la fille dit arrogamment à Jinya qu'il devrait agir en gentleman et l'aider à se relever. Jinya joue froidement le jeu pour éviter ses reproches, mais quand elle lui demande s'il ne la reconnaît pas, il réalise que son visage lui est familier. Il comprend qu'il s'agit de Natsu, qui a beaucoup grandi en 3 ans. Elle est ravie qu'il se souvienne d'elle et se plaint qu'il n'ait pas changé d'un iota.
Jinya lui dit simplement qu'il est immunisé contre le vieillissement, ce qui rend Natsu jalouse au nom de toutes les femmes du monde. Jinya lui demande alors si elle était sortie pour une promenade nocturne, et elle répond qu'elle livrait juste un colis urgent à un client régulier. Jinya remarque qu'elle a beaucoup changé et qu'elle sourit désormais naturellement, ce qui flatte beaucoup Natsu. Soudain, le serviteur Zen apparaît derrière elle, la faisant sursauter, puis il demande à Jinya s'il y a une tension romantique entre lui et Natsu. Jinya lui explique que la fille vient d'être attaquée par un tueur en série, et Zen se met à crier comme une femme hystérique. Quand il lui montre le cadavre, il ordonne à Natsu d'appeler la police, mais elle répond que la police ne peut rien contre les démons et qu'il devrait laisser Jinya s'en occuper. Jinya décide de partir, puisque Zen peut escorter Natsu maintenant, et leur demande de contacter le magasin de nouilles s'ils ont besoin de ses services. Soudain, Zen se souvient de rumeurs concernant un temple voisin dont le prêtre est mort récemment, et où les gens disent maintenant qu'un démon habite. Au même moment, Mozuki cherche le démon loup quand il le voit s'envoler après avoir enlevé une femme. Voyant une femme impuissante dans les griffes du démon, Mozuki revit le sort de sa femme et, consumé par la rage, oublie tout ce qui concerne l'évitement du combat. Il poursuit le démon avec l'intention de le tuer et arrive au temple dont Zen parlait à Jinya. Il devient invisible et entre dans le temple, où le démon dévore la femme. Mozuki ne pense plus qu'à sa vengeance et se précipite sur le démon avec son couteau. Cependant, le démon sent son intention meurtrière et l'attaque à la place, lui déchirant le flanc. Le démon ignore Mozuki après lui avoir infligé une blessure mortelle et retourne à son repas, mais Mozuki se sent pathétique, car il va mourir sans avoir obtenu sa vengeance. Peu après, Jinya arrive au temple et se précipite vers Mozuki en le voyant gravement blessé. Mozuki lui dit que le démon était là il y a quelques minutes et qu'il mangeait une femme. Il est sûr que c'est le même démon qui a tué sa femme, mais Jinya commence à douter en entendant que le démon mangeait la femme. Mozuki lui tend son couteau, disant qu'il a été fabriqué au village de Kadono, d'où vient Jinya, et qu'il est très efficace contre les démons. Il demande à Jinya de tuer le démon avec pour qu'il ait au moins une part de vengeance. Jinya accepte et demande à Mozuki de lui donner son pouvoir, car il en aura besoin. Mozuki accepte avec joie, et Jinya utilise son bras démoniaque pour l'absorber entièrement. Alors que le pouvoir de Mozuki entre en lui, Jinya voit aussi ses souvenirs, comment il fuyait toujours les autres démons et a décidé de vivre comme un humain. Il a ensuite rencontré une femme gentille, est tombé amoureux d'elle, et elle l'a accepté malgré sa nature démoniaque. Quand les souvenirs s'estompent, Mozuki se transforme en poussière et disparaît, et Jinya décide de venger sa mort et celle de sa femme. Pendant ce temps, le démon amène une autre femme dans son repère et commence à la manger. Il se parle à lui-même, disant qu'au moment où il a pris conscience, il était déjà un monstre, et qu'il savait seulement qu'il devait rentrer chez lui sans savoir où c'était. Ses instincts lui disaient de tuer et de manger des humains, ce qu'il a fait, mais cela ne le satisfaisait pas. Il s'est demandé comment devenir digne de rentrer et a trouvé la réponse en mangeant une femme pour la première fois. Il a réalisé que manger des femmes lui donnait ce qui lui manquait, alors il a continué. Alors que le démon mange, il entend soudain la voix de Jinya demander s'il est stupide de revenir dans le même repère après y avoir été attaqué. Le démon se retourne pour voir l'intrus, mais Jinya est invisible. Il court vers le démon et lui tranche la main sans être vu. Le démon crie de douleur et attaque en devinant sa position par instinct. Jinya esquive tout et est confiant dans sa victoire cette fois. Il désactive son invisibilité et utilise son bras démoniaque pour augmenter sa force, décapitant le démon d'un seul coup. La tête du démon tombe au sol et se tord de douleur, mais Jinya n'en a pas fini. Il dit que le tueur en série dont on parle tue les hommes sur place et kidnappe les femmes, ce qui explique pourquoi le nombre de disparus et de corps ne correspond pas. Cela concorde avec le fait que le démon tue les hommes et emmène les femmes pour les manger. Cependant, la femme de Mozuki a été retrouvée dans une rivière, et si le démon l'avait kidnappée, il l'aurait mangée aussi. Il veut savoir ce qui s'est passé et demande au démon ce qu'il veut. Le démon répond qu'il a besoin d'un corps pour rentrer chez lui, mais cela n'explique rien. Jinya décide d'absorber le pouvoir du démon, ce qui lui donne une vitesse fulgurante, lui permettant même de marcher sur l'air. Ensuite, il explore les souvenirs du démon pour trouver des réponses et découvre qu'il était autrefois une femme violée par un groupe d'hommes puis jetée dans la rivière. La femme voulait rentrer chez elle, mais ne pouvait pas revenir vers son mari dans cet état, alors elle a désiré un nouveau corps en se noyant, devenant un démon. Alors que la femme appelle Mozuki dans ses souvenirs, Jinya comprend que le démon que Mozuki voulait tuer était sa femme elle-même. Il réalise enfin ce qui s'est passé et plaint ce couple malheureux tandis que le corps du démon disparaît, laissant derrière lui l'épingle à cheveux de la femme. Les meurtres s'arrêtent après cela, mais la mission de Jinya n'est pas terminée. Il trouve les hommes qui ont attaqué la femme de Mozuki alors qu'ils planifient leur prochaine cible et les tranche, les laissant mourants. Cependant, il ne les laisse pas souffrir longtemps, il prend le couteau de Mozuki et les tue avec, disant à son ami qu'il a été vengé. Quelques jours plus tard, un samouraï nommé Nao se rend au restaurant d'Ofu, mais il a l'air inutilement sombre, alors le père d'Ofu lui demande si quelque chose le tracasse. Nao lui dit qu'il recherche son frère aîné, mais l'homme le coupe en plein milieu de sa phrase,
lui disant que tout le monde sait qu'il est le fils unique de sa famille prestigieuse et qu'il n'a pas de frère. Nao est déprimé en entendant cela car il espérait qu'au moins quelqu'un croirait son histoire, mais jusqu'à présent, il a été déçu partout. Il est sûr d'avoir un frère aîné, mais il n'y a personne d'autre qui pense de cette façon. Même ses parents ne se souviennent pas avoir eu un autre fils, et maintenant il a l'impression de perdre la tête. En le voyant si désemparé, Ofu décide de lui parler de Jinya car elle pense qu'il peut l'aider. Son père est d'accord avec elle et dit à Nao que Jinya est un client régulier qui résout des mystères étranges pour gagner sa vie. Nao demande si Jinya est une sorte de chaman qui exorcise les esprits maléfiques, ce qui fait rire Ofu et son père. Il lui explique en détail qu'il est juste un samouraï itinérant mais suffisamment habile pour vaincre un démon par lui-même. Juste à ce moment-là, Jinya entre dans le restaurant et commande son plat habituel sans même prêter attention à Nao, qui se sent étrangement attiré par lui. Alors que Jinya commence à manger ses nouilles, Ofu lui verse du thé et lui demande s'il a fait ses devoirs correctement. Il récite un passage sur les fleurs qu'Ofu lui a appris la dernière fois, et elle est ravie de l'entendre. Elle décide de lui enseigner cette fois-ci les fleurs dans la mythologie quand soudain Nao interrompt leur conversation. Il se présente à Jinya et lui demande si c'est vrai qu'il s'occupe de mystères surnaturels et de démons. Jinya confirme, et Nao espère qu'il pourra résoudre le mystère de son frère aîné. Jinya lui dit rapidement qu'il ne peut pas en être sûr car la seule chose qu'il sait bien faire, c'est tuer des démons, et à moins qu'il n'y ait des démons impliqués dans cette affaire, il ne peut pas faire grand-chose. Nao, déçu, quitte le restaurant sans même manger ses nouilles, et le père d'Ofu commence à plaindre le pauvre homme. Il essaie de plaider en sa faveur auprès de Jinya, lui demandant d'aider Nao car il est mentalement instable à cause de la perte de son frère. Ofu se joint à lui, et Jinya accepte de prendre leur demande en charge. Il rend d'abord visite à Natsu dans un restaurant, et alors qu'il s'assoit pour manger des sucreries, Jinya lui demande soudain quand elle va se marier avec Zenji. Natsu s'étouffe avec ses sucreries et dit à Jinya qu'elle n'épousera jamais Zenji car il est comme un frère pour elle. Elle ajoute que son père lui a donné la liberté de choisir son mari, mais elle sait qu'il préférerait qu'elle épouse un marchand ou un samouraï. Sur ce, elle demande à Jinya s'il n'a pas besoin d'une épouse, et il répond que seule une femme folle épouserait un chasseur de démons sans emploi stable. Natsu est d'accord mais lui dit qu'il devrait penser à se stabiliser bientôt. Elle demande à Jinya quel âge il a, et quand il lui dit qu'il a 31 ans, elle panique parce qu'il ne paraît pas un jour de plus que la vingtaine. Elle est jalouse parce qu'elle aimerait être immunisée contre le vieillissement comme Jinya, mais il en a assez de ses bavardages, alors il se lève pour retourner à son travail. Natsu lui demande pourquoi un samouraï aussi habile que lui doit chasser des démons alors qu'il pourrait trouver un emploi n'importe où, mais Jinya n'a pas de réponse à cela. Il répond que cela semble être le seul chemin pour lui, et Natsu est soulagé en entendant cela parce que cela le fait paraître comme un humain normal. D'un autre côté, Nao est sur le point de quitter sa maison quand sa mère l'arrête soudainement. Elle lui demande s'il va encore chercher son frère imaginaire aujourd'hui, et Nao lui répond avec colère que son frère est réel parce qu'il se souvient de lui. Sa mère est contrariée et dit à Nao de se concentrer sur ses devoirs de samouraï plutôt que de perdre son temps avec cette quête stupide. Cela rend Nao encore plus en colère, et il dit à la vieille femme qu'il s'acquittera de ses devoirs correctement une fois qu'il aura trouvé son frère. Il s'enfuit alors de la maison, mais alors qu'il s'arrête, les souvenirs de son frère aîné lui reviennent à l'esprit. Son frère lui dit qu'il comprend les principes des samouraïs de tout sacrifier pour la famille et le pays, mais qu'il n'est pas prêt à les suivre parce qu'il n'est pas d'accord avec eux. Nao pense tout haut, demandant à son frère où il est, quand soudain Jinya apparaît à côté de lui. Il dit à Nao qu'il va l'aider à résoudre le mystère mais ajoute qu'il pourrait ne rien trouver. Nao lui dit que c'est suffisant pour lui qu'il veuille essayer et lui demande de venir chez lui pour qu'il puisse parler tranquillement. Cependant, il se souvient rapidement de la mauvaise humeur de sa mère et décide de passer du temps dans le restaurant d'Ofu à la place. Là, Nao remarque que l'épée de Jinya semble être de très haute qualité et lui demande s'il appartient à une célèbre famille de samouraïs. Jinya lui donne une explication générique sur son passé, mais cela suffit à Nao pour comprendre qu'il vient du village de Kadono, célèbre pour ses forgerons. Nao se révèle être un passionné d'épée, et il bombarde Jinya de questions sur l'épée. Il demande s'il peut dégainer l'épée pour lui montrer la lame, mais Jinya refuse, lui disant de passer aux choses sérieuses. Nao s'excuse de s'être laissé emporter et explique ensuite que son frère aîné, Sada, a disparu, mais que personne d'autre ne semble se souvenir de lui. Jinya est maintenant curieux, et Nao lui dit que ses parents ont également affirmé n'avoir jamais entendu le nom de Sada de toute leur vie. Il ajoute que certaines personnes avaient des souvenirs vagues mais ne pouvaient pas non plus croire qu'il avait un autre frère. Juste à ce moment-là, Ofu et son père arrivent pour dire à leurs clients qu'ils devraient parler de ces choses dans un endroit privé où personne d'autre ne peut les entendre. Jinya répond froidement que c'est une bonne chose qu'ils aient choisi ce restaurant car personne ne vient vraiment ici. Après cette petite plaisanterie, il se tourne vers Nao et lui demande quand son frère a disparu. Nao répond qu'il a disparu vers la fin du mois de janvier et qu'avant de disparaître, il a dit qu'il allait voir une fille. Nao se souvient également avoir vu des fleurs à l'odeur forte dans la chambre de son frère, mais il ne sait pas de quelles fleurs il s'agissait.
Il commence à décrire la fleur et ajoute qu'il les a trouvées juste après la disparition de son frère. Ce qui était surprenant, c'est que son frère n'a jamais vraiment aimé les fleurs, et qu'il n'y avait personne d'autre qui entrait dans sa chambre après sa disparition. Jinya est maintenant intéressé par l'histoire et demande à Nao s'il a toujours les fleurs. Nao répond qu'il les a conservées, pensant qu'elles pourraient être une preuve de sa disparition. Jinya y réfléchit un peu puis dit à Nao qu'il veut visiter sa maison pour poursuivre son enquête. Le lendemain, Jinya se rend comme d'habitude au restaurant de nouilles, et à sa grande surprise, Natsu est également là. Voyant que Natsu et Jinya s'appellent par leur prénom, le père Dofu se sent mal à l'aise et dit à sa fille de se ressaisir, mais elle le repousse car elle n'essaie pas de séduire Jinya. Jinya se moque de qui est intéressé par lui parce qu'il est occupé à comprendre l'affaire de Nao. Il demande à Ofu ce qu'elle pense du samouraï, et elle répond que c'est un vrai gentleman qui parle toujours poliment. Natsu ajoute qu'elle est tombée sur lui l'autre soir et qu'il a été très gentil avec elle aussi. Le père Dofu ajoute que le seul défaut de Nao pourrait être son obsession pour les épées. Il sort ensuite une épingle à cheveux décorée et dit à Jinya que Nao la lui a offerte il y a quelques jours. Cependant, c'est un objet vraiment précieux que quelqu'un comme lui ne devrait pas posséder, et c'est pourquoi il veut que Jinya la prenne. Jinya objecte, disant que c'était un cadeau de Nao, mais le père Dofu est catégorique, et finalement, il oblige Jinya à prendre l'épingle à cheveux. Jinya demande ensuite à Ofu à propos de la fleur que Nao décrivait la veille. Il veut savoir si ce sont des jonquilles, et Ofu baisse la tête avec désespoir en confirmant. Jinya a un mauvais pressentiment en entendant sa réponse, et il prie pour que les fleurs ne soient pas des jonquilles car cela signifierait qu'un puissant démon hante la maison. Le lendemain, Nao emmène Jinya chez lui en secret, mais sa mère le surprend et pense que son fils est gay. Elle lui demande qui est l'invité, mais Jinya s'approche d'elle et se présente correctement. La femme le salue, puis Jinya lui dit qu'il vient du village de Kadono. La mère de Nao sait que le village de Kadono est célèbre pour ses forgerons, et son fils est un passionné d'épée, donc ses doutes sont immédiatement dissipés. Nao lui dit qu'il a appelé Jinya ici pour boire et parler d'épée et non pour se battre dans le noir, et sa mère le croit. Les deux hommes commencent à entrer, mais la mère de Nao remercie soudainement Jinya parce que Nao traverse une période difficile ces derniers temps, et sa compagnie semble l'avoir rendu un peu plus joyeux. Peu de temps après, Jinya arrive dans la chambre de Nao, où il lui montre les fleurs séchées qu'il a conservées, et comme Jinya le craignait, ce sont des jonquilles. Nao demande s'il y a quelque chose de spécial avec ces fleurs, et Jinya remarque que la seule chose spéciale est qu'elles sont trop petites. Il demande ensuite à Nao s'il est sûr que c'était le printemps quand il a trouvé ces fleurs, et il confirme. Jinya révèle que la fille que le frère de Nao comptait visiter pourrait être un démon, et qu'elle l'a emmené dans un autre plan d'existence. Il dit que ces fleurs en sont la preuve, et qu'elle pourrait venir du monde des démons. Nao est très nerveux en entendant cela, mais Jinya lui demande de lui montrer la chambre de son frère. Nao se lève pour montrer le chemin, mais Jinya reste assis, lui disant d'y aller sans lui et qu'il le retrouvera plus tard. Nao est confus, mais il obéit et quitte la pièce. Jinya le suit mais devient invisible en utilisant le pouvoir de Mozuki car il pense que si le démon le voit, il ne se montrera pas. Dès que Nao ouvre la porte de la chambre de son frère, il respire une forte odeur de jonquille, et l'instant d'après, il commence à se sentir intensément étourdi. Il commence à entendre une fille chanter une chanson, et soudain, des visions d'un autre temps envahissent son esprit. Il voit une fille debout devant sa maison quand soudain elle prend feu. Elle court à l'intérieur pour voir ses parents, mais ils sont piégés dans les flammes et meurent, la laissant terriblement dévastée. La fille est également engloutie par les flammes, et au moment où la pluie vient éteindre le feu, toute la ville a été réduite en ruines. Malgré cela, la fille semble aller bien à première vue, mais quand elle marche dans les rues, tout le monde panique et s'enfuit d'elle parce qu'elle est devenue un démon. La fille réalise cela en regardant son reflet dans une flaque d'eau, et soudain, la réalisation qu'elle a tout perdu la frappe. Elle commence à pleurer, réalisant qu'elle n'a plus de maison où retourner, et s'enfuit de la ville. La fille grandit en prétendant être une humaine normale et erre sans but, mais un jour, elle retourne dans son ancienne ville et trouve une autre maison à l'endroit où se trouvait la sienne. Elle ouvre la porte et trouve la famille de Nao vivant heureuse là-bas, et cela lui rappelle tous les souvenirs de ses parents. La fille dit qu'elle veut revenir, et son pouvoir démoniaque s'éveille soudainement, créant une illusion de son passé. Ses parents sont vivants dans l'illusion, et elle est redevenue une enfant. La fille réalise que ce n'est pas réel, mais elle s'accroche désespérément à l'illusion car c'est la seule chose qu'elle a. Alors que le rêve de Nao se termine, il se réveille et se retrouve dans le monde de l'illusion, le même endroit que sa maison mais dans une dimension parallèle. Il est stupéfait par le paysage changé devant lui, mais Jinya est également là pour le ramener à la réalité. Nao est toujours confus et demande ce qui se passe, mais Jinya lui demande d'abord s'il a également vu les souvenirs de la fille qui s'est transformée en démon. Nao confirme, et Jinya répond qu'il semble qu'il se passe quelque chose de grave ici. Juste à ce moment-là, ils entendent la fille chanter et trouvent le frère aîné de Nao, Sada, jouant avec elle. Nao commence à marcher vers lui, mais un bruit aigu et strident l'oblige à s'arrêter. Pendant ce temps, Sada demande à la fille démon ce qu'elle veut manger aujourd'hui,
mais elle lui dit sèchement d'arrêter de jouer avec elle et de retourner auprès de sa famille. Elle lui dit qu'elle n'a pas besoin de sa pitié parce qu'elle peut voir ses parents dans ce monde, et que cela suffit à la rendre heureuse. Sada lui dit que ce sont les gens qui vivent dans une maison qui en font un foyer, et que son vrai foyer n'est pas ici. Il dit que cet endroit ne peut pas lui apporter le vrai bonheur parce qu'elle est toute seule, puis lui dit qu'il quittera cet endroit mais seulement si elle vient avec lui. La fille refuse parce que c'est le seul endroit pour elle, mais Sada dit qu'elle peut être sa fille adoptive et qu'ils peuvent vivre une vie paisible à la campagne. La fille refuse, disant qu'elle ne peut pas quitter cet endroit et qu'elle ne peut même pas le voir comme son père. Sada répond qu'il restera avec elle jusqu'à ce qu'elle change d'avis parce qu'il est sérieux à propos de l'adopter. Elle lui crie dessus, disant qu'elle ne le verra jamais comme son père, et Sada en rit avant de disparaître. Nao se lève juste à ce moment-là et se demande où son frère est parti, et la fille lui dit que personne ne vit plus ici. Nao est dévasté et supplie la fille démon de lui rendre son frère, mais Jinya lui dit que c'est impossible. Nao lui demande ce qu'il veut dire parce que son frère était juste là, et Jinya répond qu'il était là à un moment donné mais plus maintenant. Il explique que les fleurs fleurissent à différentes saisons, et les petites jonquilles de cet endroit fleurissent en hiver. Cependant, Sada a disparu au printemps, et actuellement, c'est l'automne dans le monde réel. Comme les jonquilles sont toujours en fleurs, cela pourrait signifier que le temps ne change pas ici, mais la vérité est autre chose. La fille démon confirme, lui disant que le temps passe beaucoup plus vite ici par rapport au monde réel. Elle révèle que son pouvoir s'appelle le rêveur, et qu'il lui permet de créer le jardin du bonheur à partir de ses souvenirs passés. Cependant, son pouvoir ne peut rien faire de plus que cela, et personne d'autre qu'elle ne peut rester dans son monde d'illusion. Nao lui demande ce qui est arrivé à son frère, et elle répond qu'il était ici mais n'est plus là maintenant. Elle s'excuse auprès de lui d'avoir volé son frère mais le remercie aussi parce que Sada lui a apporté du bonheur pendant le bref moment où il était là. Elle dit ensuite à Nao qu'une fois qu'il s'endormira et se réveillera à nouveau, il retournera dans le monde réel, donc il n'a rien à craindre. Jinya lui demande ce qu'elle va faire maintenant, et elle répond qu'elle veut passer tout son temps dans les souvenirs, comme elle l'a toujours fait. Cependant, elle doit beaucoup à Sada, et il voudrait qu'elle passe à autre chose, donc c'est ce qu'elle va faire maintenant. Alors qu'elle dit cela, la fille démon commence à disparaître, et avec elle, son monde d'illusion s'évanouit également. Nao se réveille soudain et se retrouve dans le monde réel avec Jinya. Le lendemain, Nao et Jinya se rendent au restaurant Dofu, où Nao dit qu'il a consulté les archives historiques de la ville et a découvert qu'un grand incendie a détruit la ville il y a 200 ans. La pauvre fille démon était une survivante de cet incendie qui a tout perdu à cause de cela, et sa maison était au même endroit que sa maison maintenant. Nao dit qu'il semble presque poétique de penser à la façon dont leur destin était connecté au-delà du temps et de l'espace, puis Jinya s'excuse soudainement auprès de lui pour ne pas avoir pu l'aider à ramener son frère. Nao lui dit qu'il n'y a pas besoin de s'excuser parce qu'il l'a en fait aidé à résoudre le mystère. Il dit que son frère Sada était un homme de principe et qu'il est resté ferme dans ses croyances quoi qu'il arrive. Bien qu'il ne comprenne pas encore pourquoi il aurait abandonné sa famille pour être avec une fille démon, Nao croit que son frère a suivi son cœur jusqu'au bout. Sur ce, Nao se lève pour accomplir son devoir, mais Ofu l'arrête, disant que son frère était un homme merveilleux. Elle dit que même si personne ne se souvient de lui, il restera toujours un grand homme qui a tout sacrifié pour sauver une fille. Nao est ému aux larmes en entendant ces paroles, et il dit à Ofu qu'il est incroyablement fier de son frère avant de quitter le restaurant. Tout semble résolu avec cela, mais il y a quelque chose qui tracasse encore Jinya. Il dit que la fille a appelé le frère de Nao Yoma, mais son nom était Sada. Le père d'Ofu dit que Yoma pourrait être son vrai nom parce que Sada est juste son nom de samouraï. Bien que la plupart des samouraïs gardent leur vrai nom secret, puisque Sada considérait la fille comme sa fille, il a dû le lui dire. Cela amène un autre doute à l'esprit de Jinya. Il se souvient que le père d'Ofu lui a raconté comment il avait entendu Nao se faire gronder par sa mère à propos de son obsession pour les épées. Il se souvient que l'homme a cité la mère de Nao l'appelant Aramoray, ce qui doit être son vrai nom. Cependant, quand Jinya a rencontré la femme, elle était très respectueuse et polie, et elle a appelé Nao par son nom formel. Jinya pense qu'elle n'aurait pas fait l'erreur d'utiliser son vrai nom devant un simple commerçant, et il demande au père d'Ofu de révéler sa véritable identité. Il ajoute que la fille démon a dit que Sada n'était plus dans son monde, mais elle n'a pas dit qu'il était mort, et tout le monde sait que les démons ne peuvent pas mentir. L'homme est surpris par cela, mais Jinya commence à expliquer sa théorie. Il dit que le frère de Nao a dû vivre avec la fille démon pendant 20 ans pour lui tenir compagnie dans le monde faux, mais qu'il a ensuite décidé de partir. Cependant, quand il est sorti, il a découvert qu'un seul mois s'était écoulé dans le monde réel, mais qu'il avait vieilli de 20 ans. Sada ne pouvait pas rentrer chez lui comme ça, alors il est venu en ville et a acheté un bâtiment abandonné à bas prix pour ouvrir son restaurant de nouilles. Le père d'Ofu essaie de contrer la théorie en disant que puisque le temps passe trop vite dans le monde faux, Sada pourrait être mort, mais Jinya refuse de le croire. Il dit que la fille démon avait un sourire en disparaissant, et elle ne serait pas si heureuse si l'homme qu'elle en était venu à aimer comme son père avait soudainement disparu. Jinya dit à l'homme d'avouer et d'admettre qu'il est le vrai Sada, et il renonce à cacher la vérité.
Il appelle Jinya le Sherlock Holmes japonais et lui demande quand il a compris. Jinya répond qu'aussitôt que l'affaire a été résolue, il était sûr de l'identité du vieil homme, mais il y avait des indices dispersés tout au long du chemin. Il sort l'épingle à cheveux fantaisie que Sada lui a donnée plus tôt, affirmant que c'était un cadeau de Nao. Jinya comprend maintenant qu'il l'a récupérée quand il était encore jeune, mais il ne pouvait pas la rendre parce que cela créerait des soupçons. Sada rit, disant qu'il a raison, puis lui demande de la garder en remerciement pour avoir résolu l'affaire. Jinya lui demande s'il est d'accord pour laisser les choses ainsi parce qu'il devrait au moins faire savoir à son frère qu'il est toujours en vie. Sada rit, disant qu'il a fait son choix de rester avec la fille au lieu de sa famille, et maintenant il n'a pas le droit de retourner auprès de sa famille. Il pense que son frère est un type intelligent qui comprendra la vie par lui-même, mais il est déçu qu'il ne comprenne pas pourquoi il a décidé de vivre avec la fille. Sada dit qu'il ne voulait pas voir la pauvre fille souffrir seule, et qu'une fois qu'un homme décide ce qu'il veut faire, il s'en tient à sa décision jusqu'au bout. Jinya est d'accord avec lui, et Sada dit qu'il savait qu'il le comprendrait parce qu'ils ont la sagesse de l'âge. Jinya est surpris en entendant cela, mais Sada lui dit qu'il a vécu avec un démon pendant 20 ans et qu'il a pu dire que Jinya était aussi un démon la première fois qu'ils se sont rencontrés. Jinya a encore du mal à le croire, mais il demande ensuite à Sada comment va la fille démon ces jours-ci. Il répond qu'elle est dans la pièce avec eux, et ensuite Ophu montre ses yeux démoniaques, révélant qu'elle était la fille dans le monde des illusions. Tout prend sens pour Jinya maintenant, et il réalise qu'Ophu est en fait un démon bien plus âgé que lui. Elle rit simplement et lui demande ce qu'il va faire maintenant en tant que chasseur de démons, et Jinya commande simplement son plat habituel au lieu de répondre. Quelques semaines plus tard, le père de Jinya l'appelle pour une demande de travail. Il l'informe qu'un de ses amis marchands a beaucoup de problèmes après avoir acheté une peinture dite démoniaque, et maintenant il veut de l'aide de toute urgence. Il montre à Jinya la peinture démoniaque, qui représente une prêtresse tenant une épée. Jinya l'examine attentivement et demande à son père s'il y a des rumeurs associées à la peinture. Il répond qu'il y a plus que des rumeurs. Le peintre qui a fait la peinture est gravement malade, et il pense que ce sont les démons qui se vengent de lui pour avoir vendu cette image. Il demande à Jinya ce qu'il en pense, et il répond que la peinture semble normale à première vue, mais que les objets démoniaques montrent leur vraie nature seulement dans les bonnes conditions. Son père est d'accord et lui demande de découvrir si la peinture est démoniaque et, si c'est le cas, il devrait s'en occuper. Il promet de lui obtenir une bonne récompense pour avoir accompli la tâche, et Jinya accepte avec plaisir. Après cela, il se rend au restaurant d'Ophu pour manger des nouilles quand soudain Zenji vient le chercher. Il sort la peinture démoniaque de sa poche, demandant à Jinya de faire quelque chose à ce sujet parce qu'on dit qu'elle est maudite et a tué son précédent propriétaire. Jinya remarque que la peinture est déchirée en bas, et Zenji dit qu'il l'a accidentellement laissée tomber. Le vieil homme Sada lui dit de sortir immédiatement de son restaurant parce qu'il ne va pas risquer d'avoir un objet démoniaque endommagé à l'intérieur. Zenji s'excuse, mais ensuite Jinya sort la copie de la peinture qu'il a eue plus tôt. Il dit qu'il a entendu la même histoire sur la peinture ayant une touche démoniaque, mais il ne peut pas comprendre si c'est vrai pour toutes les copies. Ophu jette un coup d'œil à la peinture et dit qu'elle ressemble à une peinture normale et demande à Zenji s'ils peuvent en savoir plus à son sujet. Il dit que la peinture ne semble pas trop vieille, et comme il a de bonnes relations avec quelques magasins d'art, il peut trouver l'artiste qui l'a peinte. Il emmène Jinya au magasin d'art le lendemain, où le vieux commerçant l'accueille parce qu'il est un client régulier. Le vieil homme lui dit qu'il a retiré toutes les copies de la peinture démoniaque de son magasin parce qu'il ne voulait pas qu'elles effraient ses clients. Zenji dit que les histoires sur la peinture étant démoniaque ne sont que des rumeurs, mais le commerçant n'est pas d'accord. Il dit que l'artiste qui les a peintes est vraiment alité avec une maladie, et qu'un des clients qui a acheté la peinture est mort. Zenji comprend ses inquiétudes et lui demande l'adresse de l'artiste avant d'acheter sa dose hebdomadaire de magazine Playboy. Zenji va ensuite donner l'adresse du peintre à Jinya, qui le remercie et dit qu'il s'occupera du reste lui-même. Jinya trouve bientôt la maison, et le peintre, nommé Saga, est surpris parce qu'il n'attendait pas d'invité. Il accueille Jinya à l'intérieur et commence à préparer du thé pour lui. Pendant ce temps, Jinya regarde autour de la pièce et trouve que Saga travaille encore sur certaines peintures. Il remarque qu'il a entendu des rumeurs comme quoi il était très malade, et Saga répond que c'est juste son âge qui le rattrape. Il dit que son corps ne peut plus supporter le stress de faire des peintures, et Jinya lui demande s'il est sûr que ce n'est pas à cause d'une peinture démoniaque. Saga traite sa question comme une blague, mais ensuite Jinya sort la peinture et lui demande s'il peut lui en dire plus. Saga devient nostalgique en la voyant et dit à Jinya que c'est une longue histoire. Il commence par lui dire que la peinture s'appelle la prêtresse de Kodanzaka, mais ce n'est ni le nom d'un lieu ni celui de la femme. Il dit qu'il a eu l'idée de faire cette peinture d'un épéiste nommé Motoharu, qui venait souvent ici. Le nom de son mentor ramène immédiatement Jinya dans ses souvenirs, et il se souvient vivement du jour où il a livré sa dernière bataille. C'était peu après qu'un démon ait consumé la femme de Motoharu, et il se sentait pathétique de ne même pas avoir pu sauver la femme qu'il aimait. Derrière lui, Jinya tenait Shirayuki inconsciente dans ses bras, et Motoharu a commencé à lui dire qu'il détestait en fait sa femme quand il a été assigné pour la protéger. Cependant, la haine n'a pas duré éternellement,
et non plus sa promesse de la garder en sécurité à tout prix. Motoharu a dit à Jinya de ne pas finir comme lui et l'a exhorté à devenir un homme qui reste ferme sur ses émotions, que ce soit l'amour ou la haine. Sur ce, il a dit à Jinya qu'il était l'homme de la maison maintenant et s'est précipité pour combattre le démon qui a tué sa femme. Alors que Jinya revient au présent de son voyage nostalgique, il demande à Saga de lui en dire plus sur Motoharu parce qu'il était son mentor et père adoptif. Saga est agréablement surpris d'entendre cela, et il décide de dire à Jinya tout ce qu'il sait sur l'homme. Saga dit que l'histoire commence quand il était un jeune ambitieux qui voulait devenir le meilleur artiste de tout le Japon. Il a déménagé dans cette ville et a découvert qu'une femme vivait dans le même bâtiment que lui. Il s'est présenté à elle, mais la femme lui a demandé de l'appeler sans nom parce qu'elle ne voulait pas partager son nom mais ne pouvait pas non plus mentir. Ils sont devenus de bons amis, et la femme sans nom venait souvent le regarder travailler. Motoharu était également un visiteur régulier de son magasin parce que la prêtresse l'envoyait livrer des lettres pour elle. Il se plaignait toujours qu'elle l'utilisait comme un garçon de course alors qu'il était censé être son gardien, et ses diatribes en colère faisaient toujours rire Saga et sans nom. Saga passe ensuite au sujet de la peinture, disant qu'il a fait l'original à la main, mais ensuite des marchands l'ont approché parce qu'ils voulaient la vendre, donc il a créé un nouveau modèle pour eux, et elle a été imprimée en masse avec des blocs de bois. Jinya est curieux de savoir si la femme dans la peinture est celle qu'il a appelée sans nom, et Saga répond qu'il n'a pas tout à fait tort. Jinya lui demande pourquoi il a dit aux gens que la peinture était démoniaque, et Saga dit qu'il a des raisons pour cela. Cependant, avant de révéler ses raisons, il veut connaître les premières impressions de Jinya après avoir vu la peinture. Jinya dit que quand il a vu pour la première fois la prêtresse portant un collier de jade, il a pensé qu'elle était une prêtresse légendaire d'un conte populaire du village de Shinano. Cependant, l'épée dans sa main lui a fait croire qu'elle était également connectée d'une manière ou d'une autre au village de Kadono. Saga dit à Jinya qu'il a tout à fait raison, et il décide ensuite de lui dire pourquoi la peinture est appelée démoniaque. Il avertit Jinya qu'il regrettera d'apprendre la raison, mais Jinya lui dit de continuer quand même. Saga dit que Motoharu venait dans son magasin chaque année quand il était envoyé en mission, mais graduellement, son attitude envers la prêtresse a commencé à changer. Il a arrêté de se plaindre d'elle, et un jour, il a demandé à Saga de faire une peinture d'elle. Saga lui a dit qu'il ne pouvait pas dessiner quelqu'un qu'il n'avait jamais vu, mais Motoharu lui a dit que ce n'était pas un problème parce qu'ils avaient sans nom avec eux. Il a expliqué que sans nom ressemblait exactement à la prêtresse et, non seulement cela, qu'elle venait du village de Shinano et avait été une réfugiée dans le village de Kadono avant de déménager dans cette ville. Jinya est surpris d'apprendre que la peinture représente la mère de Shirayuki, même si quelqu'un d'autre a été utilisé comme modèle pour cela. Il ne comprend toujours pas l'aspect démoniaque, et Saga dit qu'au début, quand Motoharu détestait la prêtresse, il l'appelait plus démoniaque que tous les démons combinés. Saga dit qu'il a appelé l'image démoniaque juste pour se moquer de lui, mais il n'y a jamais cru. Il dit ensuite qu'il n'aurait jamais dû accepter de produire en masse cette image pour la vendre au public parce qu'elle était basée sur un amour vrai, et il en a fait du commerce. Il dit que c'est peut-être la raison pour laquelle il est puni avec une mauvaise santé. Jinya comprend finalement qu'il n'y avait rien de démoniaque dans la peinture, et que le commerçant a simplement pris les remarques sarcastiques de Saga pour la vérité. Il demande ensuite au vieux peintre pourquoi il a dit qu'il le regretterait après avoir connu l'histoire. Saga répond que quand il faisait la peinture, Motoharu se tenait derrière lui tout le temps et ne cessait de lui dire de rendre la prêtresse plus belle. Il a finalement terminé la peinture après des centaines d'ébauches ratées et a ensuite demandé à Motoharu de lui donner un nom. Motoharu a d'abord comparé sa femme à une déesse locale dont le nom signifiait littéralement 8 montagnes. Cependant, il a décidé que sa femme était encore plus belle, et c'est pourquoi il a nommé la peinture Kodanzaka, ce qui signifiait les 9 montagnes, et comme le japonais est une langue étrange, la façon dont Kodanzaka était écrit signifiait aussi ensorcelant. Saga dit que la peinture est juste ensorcelante et non maudite, mais des gens stupides ont pensé qu'elle était maudite et ont répandu des rumeurs. Il sort ensuite une vieille ébauche de la peinture d'un tiroir et la donne à Jinya. Il lui en dit plus sur Motoharu, disant que malgré être un salaud grincheux, il tenait vraiment à sa famille. Il est venu moins souvent au magasin après la naissance de sa fille, et la dernière fois qu'il est venu ici, il a parlé de son fils et de sa fille adoptif. Jinya est heureux en entendant cela, et il retourne bientôt en ville. Il se rend au restaurant Dofu, mais Sada remarque qu'il le regarde trop aujourd'hui. Jinya dit qu'il apprécie juste comment il est un bon père, et Sada lui dit d'arrêter d'essayer de draguer un vieil homme comme lui. Ofu lui demande ce qui est arrivé à son enquête sur la peinture, et Jinya lui dit que ce n'était rien de grave, mais qu'il a découvert un côté inconnu de son père adoptif. Ofu lui dit que les pères sont comme ça, et qu'il faut beaucoup de temps pour les connaître complètement. Plus tard dans la nuit, Jinya rend visite à son père biologique et lui dit que la peinture est complètement sûre, et que les rumeurs sur son caractère démoniaque ont commencé à cause de certains regrets du peintre. Quant à l'homme qui est mort après avoir possédé la peinture, Jinya dit que c'était juste une coïncidence. Il a pris la copie de la peinture pour lui et n'a rien trouvé de mal avec elle et dit que le propriétaire du magasin d'art peut recommencer à les vendre. Son père est heureux d'entendre cela et dit qu'il recevra bientôt ses paiements,
mais avant cela, il devrait boire un verre. Alors qu'il se verse des verres, Jinya demande à son père s'il boit souvent. Il répond qu'il a commencé à boire pour faire face à la perte de sa famille, mais maintenant il en profite vraiment. Il apprend que Jinya est aussi un buveur habituel et suggère qu'il partage un verre à nouveau. Jinya sourit à l'idée de connaître son vrai père autour d'un verre et dit que ça semble être une bonne idée. Une nuit, alors que Jinya se tient près d'un cerisier en fleurs, une femme gravement blessée s'approche de lui. Cependant, un seul regard sur son visage, et il réalise que la femme est un zombie. Pire encore, c'est une prostituée zombie, et elle demande à Jinya d'acheter ses services pour la nuit. Il refuse calmement, et la femme commence à le supplier en pointant un vieux couteau rouillé vers lui. Elle lui dit de l'acheter parce que son corps souffre beaucoup, et quand Jinya lui dit qu'il ne peut pas faire ça, la femme révèle finalement sa vraie forme démoniaque. Elle commence à attaquer Jinya en le maudissant, mais il esquive facilement tout et la tranche. Le démon tombe au sol, et alors que son corps disparaît dans une fumée blanche, Jinya trouve soudain une jolie et riche femme devant lui, portant une tenue similaire à celle de la femme zombie qu'il vient de tuer. La riche femme s'avère être sa cliente, qu'il a engagée pour s'occuper d'un démon. Elle est une courtisane célèbre et dit à Jinya que le démon qu'il vient de tuer était une pauvre femme qui a été kidnappée et envoyée dans ce travail ignoble. Elle a attrapé toutes sortes de maladies de ses clients, et quand son corps et son esprit ont été brisés, elle a été jetée dehors. Elle s'est transformée en un démon qui chassait les hommes ici la nuit, et la femme a engagé Jinya pour s'occuper d'elle. Jinya lui demande si elle l'a fait par pitié, mais la femme répond qu'elle sent qu'un jour elle pourrait finir dans cet état aussi, et donc elle voulait faire quelque chose pour la pauvre femme. Elle remercie Jinya pour son aide et s'excuse ensuite de l'avoir chargé de son histoire. Il demande ce qui lui fait penser que c'est un fardeau pour lui, et elle répond que c'est la partie la plus importante de son travail de lire les expressions d'un homme. Elle dit qu'il ressemble à un petit garçon perdu et décide ensuite de partir. Avant de partir, elle demande à Jinya de la tuer si jamais elle se transforme en démon, mais il lui dit qu'elle ne pourra pas le payer alors, et qu'il ne travaille pas gratuitement. La femme l'appelle juste un porc capitaliste en s'en allant, et Jinya pense qu'elle est une femme étrange. Quelques jours plus tard, Natsu et Ofu vont à un festival par elles-mêmes parce que tous les hommes qu'elles connaissent sont occupés par le travail. Elles s'amusent, puis elles tombent sur une plante appelée la lanterne japonaise. Natsu est curieuse de savoir comment elles ont obtenu leur nom, et malgré toutes ses connaissances sur les fleurs, Ofu n'a pas de réponse complète à la question. Elle dit que c'est peut-être à cause de leur forme et de leur couleur orange vif, mais une histoire dit que les démons brûlent ces fleurs la nuit pour pouvoir continuer à travailler. Natsu est dégoûtée en entendant cela et dit à Ofu d'arrêter de gâcher la beauté des fleurs. Ofu lui demande si elle déteste les démons, et Natsu demande qui ne les déteste pas. Elle révèle qu'elle a été attaquée par des démons 2 fois, et si Jinya n'avait pas été là, elle serait morte les 2 fois. Elle raconte à Ofu la première fois qu'elle a rencontré Jinya il y a 4 ans et comment il a habilement vaincu un démon tout en la protégeant. Elle admet qu'elle avait des fantasmes d'adolescente en voyant ce bel épéiste talentueux, mais elle a vite réalisé qu'ils étaient trop semblables pour être bons l'un pour l'autre. Elle dit que plus elle apprenait à connaître Jinya, plus elle réalisait qu'il est juste une âme brisée comme elle, et cela lui a donné un certain sentiment de paix. Ofu réalise que les sentiments de Natsu ne sont pas romantiques, et elle ajoute que Jinya a du mal à accepter ses propres sentiments. Natsu est sur le point de lui demander si elle aime Jinya quand soudain quelqu'un les appelle. Elle se retourne et trouve un commerçant qui les appelle pour voir ses marchandises. Ofu le salue parce qu'il est un habitué de leur restaurant, et l'homme se présente ensuite comme Akitsu à Natsu. Natsu dit immédiatement qu'il ne peut pas être Akitsu parce que c'est le nom d'un des fabricants d'accessoires les plus talentueux de la génération précédente, et qu'il est mort maintenant. Il en rit, mais elle accuse l'homme de vendre des produits bon marché en utilisant le nom du célèbre maître. Cependant, en regardant ces articles, elle trouve qu'ils ne sont pas si mauvais. Akitsu lui montre ensuite des coquillages décoratifs et dit que si elle les offre à un garçon qu'elle aime, il tombera certainement amoureux d'elle. Natsu rougit en disant qu'elle n'a personne comme ça, mais Ofu se joint rapidement à la conversation et dit que son amie est juste timide et qu'elle a en effet quelqu'un qu'elle aime. Natsu la maudit pour l'avoir trahi, et Akitsu décide de lui montrer quelque chose d'encore plus spécial. Il sort un collier en forme de moineau et dit à Natsu qu'il lui ira parfaitement. Elle examine le collier et trouve qu'il est bien fait, puis Akitsu lui dit qu'en Chine, ils ont une superstition selon laquelle quand les moineaux vont sous l'eau, ils se transforment en palourdes. Natsu lui demande ce que cela a à voir avec elle, et Akitsu dit que puisqu'elle n'est pas prête à donner une coquille à quelqu'un, elle devrait garder le moineau en attendant. Elle a envie de gifler le salaud sarcastique pour essayer d'être intelligent avec elle, mais elle aime le collier et décide de l'acheter. Akitsu dit qu'il lui coûtera 80 pièces, et Natsu dit que c'est trop pour son niveau d'artisanat. Il répond qu'il lui donnera un bonus et sort une épingle à cheveux en or, que Natsu identifie immédiatement comme une œuvre authentique du vrai Akitsu. Elle demande au marchand comment il l'a obtenue, et il lui dit qu'il l'a achetée pour une bouchée de pain dans un magasin d'occasion. Il lui demande si elle n'en veut pas, et Natsu est plus qu'heureuse d'obtenir quelque chose d'aussi précieux pour si peu cher. Avec cela, elles partent profiter du festival, et bientôt, le soleil se couche.
Alors qu'il fait nuit, Jinya commence son travail et entre dans un manoir pour tuer un démon qui s'y cache. Le démon s'avère être un enfant effrayé, et Jinya lui demande d'abord son nom. Dès que le démon dit son nom, Jinya le tue et retourne ensuite voir le client pour l'informer que la mission est terminée. Le client le remercie et lui remet son argent de récompense, lui offrant un bonus. Il sort une flasque d'alcool spécial qu'il a brassé pour vendre sur le marché et dit à Jinya qu'il peut être le premier à l'essayer. Cependant, bien qu'étant un buveur invétéré, Jinya refuse de prendre la flasque, et le client dit qu'il le rappellera s'il a d'autres problèmes. Jinya part avec ça, et la femme de tout à l'heure vient le voir à nouveau. C'est elle qui lui a donné l'information sur le démon à cet endroit, et Jinya lui donne une commission pour l'info précise. La femme lit son visage et dit qu'il a l'air sombre, et il répond qu'il vient de tuer quelqu'un qu'il ne voulait pas tuer. La femme peut dire que même s'il ne voulait pas les tuer, Jinya ne pouvait pas les épargner, et rit parce qu'il est trop facile à lire. Elle commence à s'éloigner mais se souvient d'une autre information importante. Elle dit que récemment, il y a des rumeurs sur un autre chasseur de démons. Elle sait seulement que c'est un chaman qui utilise des esprits de chiens et d'oiseaux pour traquer les démons, et elle n'est pas sûre de la véracité de cela. Quoi qu'il en soit, Jinya se rend au restaurant d'Ophu dès le matin, et elle l'attend avec impatience car il y a un gros problème qu'elle ne comprend pas. Jinya remarque soudain Natsu assise à une table, et dès qu'elle le voit, elle marche vers lui avec un sourire doux et des yeux rêveurs. Elle attrape sa main et la touche à son visage, appelant Jinya un grand frère et lui disant qu'elle l'a beaucoup manqué. Il est effrayé par cela et demande à Ophu ce qui se passe. Elle lui dit que tout a commencé quand Natsu a mis une épingle à cheveux hier. Natsu est soudainement devenue molle après avoir mis l'épingle à cheveux, et quand elle s'est réveillée, toute sa personnalité avait changé. Jinya demande à Natsu de lui montrer l'épingle à cheveux, et elle la lui donne rapidement. Cependant, elle ne revient pas à son état normal même avec ça, et Jinya se demande si l'épingle à cheveux est vraiment un objet ordinaire. Sada suggère qu'il la casse pour voir ce qui se passe, mais Jinya ne pense pas que ce soit une bonne idée. Natsu lui demande ensuite de lui rendre son épingle à cheveux, et Jinya la lui rend. Dès que Natsu la remet, elle serre Jinya avec excitation, et juste à ce moment-là, Zenji et Nao arrivent également. Ils sont tous deux horrifiés en voyant Natsu le serrer si fort. Zenji essaie de les séparer avant d'écouter une explication, mais Natsu s'en prend à lui demandant qui il pense être. Zenji est blessé émotionnellement et abandonne, et Natsu continue de s'accrocher à Jinya tout le temps. Quoi qu'il en soit, Jinya explique toute l'histoire à Zenji et demande ensuite à Ophu où ils ont acheté l'épingle à cheveux. Elle répond qu'ils l'ont acheté au festival à un marchand nommé Akitsu, et Zenji dit que c'est impossible parce qu'Akitsu est mort depuis presque 10 ans. Il dit que les accessoires d'Akitsu sont vraiment célèbres, et même leur boutique ne peut pas en obtenir ainsi facilement. Ophu dit que quand Natsu a regardé l'épingle à cheveux, elle était sûre que c'était une vraie pièce. Zenji panique à cela, se demandant si Akitsu s'est transformé en démon et est revenu pour chasser les humains. Cependant, Sada a déjà rencontré le gars et peut dire avec confiance qu'il n'est pas un démon. Jinya lui fait confiance et décide d'aller le chercher, mais Natsu ne lâche pas sa main. Il lui demande de le laisser, mais elle refuse, disant qu'elle veut être à ses côtés. Jinya devient soudainement doux et dit gentiment à Natsu qu'il doit faire quelque chose d'important. Il lui demande de l'attendre, et Natsu, qui est devenue une vraie groupie, ne peut pas refuser cette demande. Jinya part avec ça, demandant à Zenji de veiller sur Natsu, et tout le monde est confus sur la façon dont il semblait si expérimenté pour gérer les femmes collantes. Quoi qu'il en soit, Jinya commence à chercher Akitsu sur le marché mais ne trouve aucune piste. Il commence à retourner à l'auberge quand son esprit se perd dans des pensées de Suzune. Soudain, quelqu'un l'appelle, le surprenant, et Jinya se retourne pour trouver un gars qui parle de comment c'est le meilleur moment pour prendre des verres. Jinya lui demande s'il a des affaires avec lui, et Akitsu lui dit qu'il devrait poser la question parce qu'il a entendu que Jinya le cherchait. Akitsu dit qu'il était curieux de le rencontrer, mais maintenant il a compris ses motifs parce que les démons ne l'approchent que pour une raison. Jinya se souvient immédiatement des paroles de la femme qui lui a parlé d'un autre chasseur de démons, et il réalise que ce n'est autre qu'Akitsu. Il dégaine son épée, demandant à Akitsu qui il est. En réponse, Akitsu libère une énergie sombre et l'utilise pour invoquer 3 chiens esprits alors qu'il se présente comme Akitsu 3. Aki commande immédiatement à ses chiens esprits d'attaquer Jinya, qui en tranche facilement un. Le chien disparaît après avoir été coupé, mais Aki dit à Jinya que cela ne suffira pas pour les garder à terre. En quelques secondes, le chien vaincu réapparaît dans un brouillard noir et attaque Jinya par derrière tandis que les 2 autres chiens sautent sur lui de chaque côté. Il les coupe tous rapidement, mais les chiens se régénèrent à nouveau, et Jinya décide de changer de stratégie. Il utilise le pouvoir d'invisibilité, et Aki est surpris, pensant que c'est son vrai pouvoir. Cependant, cela s'avère inutile face au sens aigu des chiens esprits, qui continuent de poursuivre et d'attaquer Jinya même quand ils ne peuvent pas le voir. Jinya annule son invisibilité alors qu'Aki rit de lui pour avoir une capacité inutile. Jinya est d'accord avec lui et dit qu'il doit changer son plan. Aki n'a même pas le temps de comprendre ce qu'il veut dire par là que Jinya active sa capacité à se précipiter vers lui. Il frappe Aki et l'envoie voler,
et avant que le chaman ne se relève, Jinya est déjà à son emplacement. Aki demande comment il peut avoir de pouvoir, mais Jinya pointe son épée vers lui et le tranche. Cependant, cela ne fait aucun dégât parce que Jinya a attaqué une illusion qu'Aki avait créée. Alors que Jinya est là, confus, les chiens esprits l'attaquent et parviennent à l'épingler au sol. Aki pense qu'il a gagné et décide de rentrer chez lui, mais Jinya se relève soudain et dit que ces chiens esprits étaient aussi puissants que des démons de haut niveau. Aki est choqué de le voir en vie même après avoir été attaqué, mais il apprend bientôt que Jinya a absorbé ces chiens esprits en utilisant son pouvoir original. Jinya envoie les chiens après lui, et Aki panique. Il essaie de s'enfuir, mais les chiens le coincent rapidement, et Jinya lui dit de parler s'il veut vivre un jour de plus. Aki est surpris et demande s'il ne va vraiment pas le tuer, et Jinya dit qu'il a besoin de réponses à certaines questions et, pour cela, il est prêt à lui épargner la vie. Aki accepte de coopérer avec lui, mais il demande à Jinya de renvoyer les chiens esprits d'abord parce qu'ils lui font peur. Jinya accepte et rappelle les chiens, et Aki lui demande s'il est vraiment aussi naïf tout le temps. Jinya est presque sûr qu'il ne ment pas, et Aki soupire en réponse. Il lui demande ensuite de le laisser ramasser ses animaux de compagnie d'abord et va immédiatement chercher des jouets pour chiens par terre. Jinya est curieux à leur sujet, et Aki lui dit que tout comme de puissantes émotions négatives transforment les gens en démons, il a le pouvoir d'infuser des émotions dans des objets et de les transformer en esprits ou en démons également. Jinya lui demande ensuite pourquoi il s'est appelé Akitsu III plus tôt, pensant qu'il pourrait être d'une famille d'exorcistes. Cependant, Aki lui dit qu'il n'est pas un exorciste. Il explique que les pouvoirs des exorcistes sont transférés à la génération suivante par la génétique, mais ce n'est pas le cas pour lui. Le vrai Akitsu était en effet un artisan normal, comme la plupart des gens le savent, mais il était si bon que tout ce qu'il fabriquait finissait par avoir une âme à l'intérieur. Il a travaillé dur pour créer une technique afin d'utiliser cet esprit pour transformer des objets en ses animaux de compagnie et armes, devenant un exorciste qui combattait les fantômes. Quand il a pris sa retraite, il a transmis son nom et sa technique à son meilleur étudiant, et Aki dit qu'il est le troisième gars avec le titre d'Akitsu. Il demande ensuite à Jinya ce qu'il veut savoir, et Jinya lui parle de comment Natsu a commencé à se comporter bizarrement après qu'il lui a vendu une épingle à cheveux hier. Aki prétend que l'épingle à cheveux était juste un accessoire normal et promet ensuite d'aider Jinya avec le problème s'il remet son épée. Jinya décide de lui faire confiance parce qu'il n'a pas d'autre option, et ensuite il retourne au restaurant où Natsu l'attend avec impatience. Elle est toujours la fille aux yeux rêveurs qui est obsédée par lui, et elle accepte volontiers quand il lui demande de faire une promenade avec lui. Natsu s'accroche à lui, l'appelant frère après chaque phrase, et il lui dit qu'il se sent vulnérable quand quelqu'un l'appelle frère à cause de ce qui s'est passé dans son passé. Il devient émotif en disant qu'il n'a pas pu protéger ceux qu'il aimait et a dû briser la promesse qu'il a faite à sa sœur la nuit où ils se sont enfuis de la maison. Il se sent pathétique et inutile et dit qu'il ne mérite pas d'être appelé un grand frère, mais Natsu n'est pas d'accord avec lui. Elle dit qu'il n'y a pas de raison plus profonde derrière les liens fraternels, et qu'il est son grand frère juste parce qu'il l'est. Elle lui dit que les liens entre frères et sœurs ne peuvent pas être complètement brisés quoi qu'il arrive, et tout comme elle a trouvé son chemin vers lui, il finira par trouver son chemin vers un endroit qu'il peut appeler chez lui. Jinya ne pense pas que ce soit possible pour lui, mais Natsu lui dit que c'est le but de la vie de tout le monde. Elle l'assure qu'il trouvera son chemin un jour, et Jinya la remercie de lui avoir dit de si belles choses. Il dit qu'il veut la remercier, et pour cela, il sort le gratte-cheveux que Sada lui a donné un jour. Natsu commence immédiatement à pleurer en le voyant, presque comme si c'était la chose qu'elle attendait depuis toujours. Plus tôt dans la journée, Aki avait remarqué le gratte-cheveux sur le corps de Jinya et lui avait demandé de le donner à Natsu parce que cela résoudrait tous ses problèmes. Il avait raison, et Natsu dit qu'après tout ce temps, elle peut enfin obtenir ce qu'elle veut. Elle prend le gratte-cheveux de Jinya et sort également son épingle à cheveux. Un coucou commence à chanter à ce moment précis, et alors que Natsu tient les deux épingles près d'elle, elle commence à briller. La lumière dans sa main prend la forme d'un petit moineau doré et s'envole, et l'instant d'après, Natsu s'effondre dans les bras de Jinya. Juste à ce moment-là, Aki arrive également et commence à raconter à Jinya ce qui vient de se passer. Il dit que si les épingles à cheveux sont utilisées pour maintenir les cheveux en place, le gratte-cheveux est utilisé pour les coiffer ou gratter le cuir chevelu sans déranger la coiffure. En ce sens, ils vont toujours par paire. L'épingle à cheveux qu'il a vendue à Natsu et le gratte-cheveux que Jinya avait ont tous deux été créés par le vrai Akitsu, et comme ils ont tous deux développé un esprit à cause de son talent, ils ont commencé à se considérer comme frères et sœurs. Aki pense que l'épingle à cheveux a possédé Natsu et a identifié le gratte-cheveux que Jinya portait, la faisant agir comme s'il était son grand frère. C'est pourquoi, quand ils ont été réunis, ils ont quitté le monde ensemble, et Natsu a été libéré de la possession. Jinya pense que l'histoire est crédible, mais il pense aussi qu'il y a quelque chose de plus à cela. Il pense que l'épingle à cheveux avait les fortes émotions de son utilisateur précédent, qui aspirait à être avec son frère, et c'est pourquoi Natsu a pensé qu'il était son grand frère. Aki rit juste de cette théorie,
disant que ce serait une sacrée coïncidence si Jinya ressemble au grand frère du propriétaire précédent de l'épingle à cheveux. Il ajoute ensuite que l'épingle à cheveux avait un design de coucou, et le gratte-cheveux avait des fleurs de glycine, et qu'ils sont appelés frères et sœurs du printemps dans un ancien poème. Cependant, il dit que cela n'a même pas d'importance, quelle théorie est vraie parce que, à la fin, les deux esprits frères et sœurs ont trouvé leur chemin l'un vers l'autre. Jinya est d'accord avec lui mais demande ensuite où les esprits sont partis. Aki répond qu'il croit qu'à la fin, nos émotions vont toujours à l'endroit qui ressemble à la maison, et puisque les esprits étaient faits d'émotions, ils pourraient être allés à l'endroit qu'ils appellent chez eux. Avec cela, Aki se lève pour rentrer chez lui, et Jinya demande s'il va vraiment le laisser partir même s'il est un démon sous forme humaine. Jinya lui dit qu'il a déjà laissé Ofu partir même en sachant qu'elle était un démon, donc il n'a aucun problème à laisser un autre démon non problématique être libre. Il dit qu'il pourrait être un chaman et un mercenaire qui combat des démons pour de l'argent, mais il n'a aucun problème avec ceux qui ne veulent pas nuire aux humains. Cependant, il veut que Jinya se souvienne que peu importe à quel point il est gentil ou combien de personnes il sauve, à la fin, les humains viendront après lui parce qu'il est un démon. Le lendemain, Natsu est complètement revenu à elle, et Zenji est vraiment content de l'entendre. Cependant, il se demande pourquoi elle a l'air si sombre et distante, et Ofu dit que c'est parce qu'elle se souvient clairement de tout ce qui s'est passé hier. Zenji comprend qu'agir comme une petite sœur collante rendrait n'importe qui embarrassé, et cela met Natsu vraiment en colère. Juste à ce moment-là, Sada arrive avec du thé et dit à Natsu de commander tout ce qu'elle veut parce que c'est gratuit aujourd'hui. Elle est heureuse de l'entendre, mais dès que Sada mentionne que Jinya n'est pas venu au restaurant aujourd'hui, elle rougit, se demandant comment elle le regardera après son comportement d'hier. Pendant ce temps, alors que Jinya marche à travers la ville, il tombe sur la femme informatrice, Yotaka, qui lui dit qu'elle a des rumeurs pour lui. Jinya est plus qu'heureux de l'écouter parce que chasser quelques démons lui éclaircira aussi l'esprit, quand soudain il entend un coucou chanter. Yotaka lui dit que l'oiseau est apparu soudainement près de chez elle ce matin et l'a réveillée, et Jinya réalise soudain que les esprits des frères et sœurs ont trouvé leur maison à ses côtés.